être explorés pour le traitement du TOC. Je vous présente juste une étude pour un peu finir de contextualiser sur cette stimulation du noyau sous-thalamique. Celle-ci date de 2008, sur une cohorte de 16 patients qui ont été vus pendant 10 mois, avec une chirurgie, puis 2 groupes, un bras où on avait une stimulation, puis un basculement vers l'absence de stimulation, et puis l'autre bras inverse, en double aveugle. Et cette étude-là montre effectivement que le score Waybox, donc le score clinique qui permet d'évaluer les symptômes, est significativement réduit à la suite des périodes de stimulation chronique de 3 mois, ici, et pour l'autre groupe, ici. Alors, on a donc cet effet clinique, mais ça ne nous explique pas comment exactement la mécanique de la stimulation fonctionne. Et c'est l'objet un peu de la recherche que je vais vous présenter à partir de maintenant. Donc, on a des mécanismes d'effet de la stimulation qui restent à caractériser. Et maintenant, je vais vous présenter une recherche justement qui vise à caractériser certains de ces effets de la stimulation du noyau sous-thalamique dans le traitement des TOC. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé du modèle cognitif, qu'on pouvait parler de processus décisionnel, de processus métacognitif, de processus émotionnel. Ici, on va s'intéresser aux 3 dimensions. Au niveau de la processus décisionnel, on va s'intéresser plus particulièrement à la décision perceptuelle, c'est-à-dire la détection et la catégorisation d'informations, mais aussi à la décision multi-attributs, c'est-à-dire le choix d'une option en fonction de plusieurs attributs. Décision perceptuelle, retenez par exemple un rapport de détection, je vous montre une image, vous l'avez vue ou pas. Et décision multi-attributs, pour prendre un exemple, vous choisissez un appartement, vous allez utiliser comme critère de choix la surface, l'éclairage, le salaire, l'emplacement, etc. Donc de nombreux attributs que vous intégrez pour dire c'est cet appartement-là que je préfère. On va s'intéresser aussi au processus métacognitif, donc les jugements que l'on peut émettre à propos de ses propres processus cognitifs. Plus précisément ici, les jugements de confiance perceptuelle, donc relatifs à la décision de détection. Je suis sûre d'avoir vu quelque chose ou pas. Et on peut... Alors j'ai écrit 2 fois confiance perceptuelle, mais non, c'est lié à la décision multi-attribut, pardon. Donc par rapport à une décision multi-attribut, on a le choix d'accepter ou de refuser une option en fonction de différents critères. Et on peut émettre un jugement de confiance par rapport à cette décision. Je suis confiant que c'est la bonne option que j'ai choisie. Et enfin, on va s'intéresser au processus émotionnel dans cette recherche en étudiant les rapports d'humeur, les variations instantanées de l'humeur. Cette recherche a été effectuée sur 18 participants contrôle et 13 participants avec TOC, que l'on a vu les jours stimulateurs allumés ou éteints. Donc je vais parler de off et on stimulation. Ça a été fait en double aveugle et randomisé. Et pour ce qui est des patients, on les a vus pendant 3 jours. Donc le premier jour, on a fait une présentation, un bilan et puis un premier basculement du statut de la stimulation. J'ai dit basculement puisque c'était en double aveugle, donc moi je ne sais pas si ça restait allumé ou éteint. Le lendemain matin, donc après une période de 16 heures pendant laquelle on attend entre guillemets une stabilisation de l'effet du basculement de la stimulation, on avait un enregistrement de tâches, puis le soir à nouveau un basculement de la stimulation, un enregistrement, puis le rétablissement de la stimulation dans son état initial, puisque les patients sont arrivés, ils avaient la stimulation chronique, ils repartent avec la stimulation chronique à nouveau pour leurs soins. Et vous avez ici, là-haut, c'est la reproduction des électrodes qui sont implantées dans le noyau sous-thalamique des 13 patients qu'on a vus. Et il y a 2 études qui nous ont permis d'étudier tous les processus cognitifs que je vous ai présentés avant. Une étude sur la décision perceptuelle avec des jugements de confiance et une étude sur la décision multi-attribut avec des jugements de confiance et d'humeur. Plutôt que vous expliquer longuement, je vais vous montrer ce que je fais avec les patients. Donc pour la tâche de décision perceptuelle, je leur présente un flux d'images en noir et blanc, de bruit visuel, et à un moment donné apparaît ou pas un stimulus.
en l'occurrence un visage, qui est plus ou moins contrasté autour de seuil de détection de la personne. N'apparaît que pendant 200 millisecondes, évidemment. Je vous le laisse pour que vous ayez le temps d'y voir quelque chose. À la fin de cette séquence visuelle, on demande combien avez-vous vu de visages, 0 ou 1, ou plus d'un, mais ça c'est plus pour éliminer des réponses. Et quelle est votre confiance dans votre réponse? Pas sûr, moyennement sûr, très sûr. Qu'est-ce que ça nous a montré, cette première étude, si on compare d'abord les patients au groupe contrôle, pour voir si effectivement il y a des différences liées à cette pathologie. Alors, au niveau de la détection perceptuelle, ce que je vous montre ici, c'est une courbe de détection. Donc, à l'horizontale, vous avez l'intensité du stimulus, à la verticale, la probabilité de détection. Les contrôles sont en vert, les patients sont en bleu, et j'utilise le même code couleur toute la présentation. On voit une magnifique absence de différence sur la détection perceptuelle entre les patients et les contrôles. Et si on regarde au niveau de l'EEG, évidemment, on a un bel EEG, mais qui ne montre pas davantage de différence. Donc le stimulus est présenté à t égale 0, et puis le potentiel évoqué, on voit qu'il varie en fonction de l'intensité du stimulus, mais de la même façon chez les contrôles que chez les patients. Plus intéressant, au niveau de la confiance. Ce que je vous montre ici, c'est la probabilité que le patient soit très sûr de lui quand il a vu le stimulus, en fonction de l'intensité du stimulus. En bleu, les patients, en vert, les contrôles. Vous allez me dire que visuellement, la différence est subtile, mais on a utilisé des modèles bayésiens pour quantifier l'évidence en faveur de l'hypothèse. Et ce qui me permet d'affirmer en l'occurrence que chez les patients, on a une sensibilité moindre de la confiance perceptuelle par rapport à l'intensité du stimulus. Et cette différence, elle se reflète par l'activité corticale. Donc au niveau centro-pariétal, on peut voir que chez les contrôles, l'activité en fonction du niveau de confiance est très nettement différente avec celle des patients off. Donc ça c'est assez intéressant puisque ça nous permet déjà d'avoir un peu une caractérisation de la confiance perceptuelle chez les TOC. Pour ce qui est de la stimulation, la deuxième question importante, bien sûr, c'est qu'est-ce qui se passe quand on stimule le noyau sous-thalamique? Est-ce que ça change quelque chose sur ma confiance et ma perception? Je vais aller vite. La réponse est non. Il n'y a pas de différence au niveau des rapports de détection. Il n'y a pas de différence au niveau des rapports de confiance. La stimulation n'a pas d'effet sur cette dimension-là du trouble. Il y a une deuxième étude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une étude sur décision multi-attributs. Je vais également vous la montrer, elle est un peu plus compliquée celle-là. On va demander au patient de jouer à un jeu de précision pour gagner un maximum d'argent virtuel. Mais avant de jouer à ce jeu, on lui présente une mise. Donc on a des pièces à gagner qui représentent une récompense monétaire. S'il réussit le challenge, par contre, s'il rate, il va avoir une perte monétaire, une pénalité. Sur l'écran, on lui montre également le niveau de difficulté attendu. Donc, pour qu'il ait un peu une idée de sa probabilité de réussir à cette tâche. Et on va lui demander, sachant que si vous gagnez ça, si vous perdez ça, et que vous avez ce niveau de difficulté-là, est-ce que vous acceptez la mise? Ensuite, on lui demande, pensez-vous gagner? Donc là, c'est la question liée à la confiance de gagner, de performer sur cette tâche. Arrive le magnifique jeu vidéo de précision. Donc on a une balle qui se promène sur l'écran, elle rentre dans un tuyau, on doit imaginer son mouvement jusqu'au moment où elle atteint la cible, qui est colorée en bleu, et appuyer sur le bouton à ce moment-là. Ensuite, on donne un feedback. Si vous avez réussi, si vous avez perdu, sachant que l'enjeu monétaire, en fait, si on a refusé l'enjeu au début, l'enjeu monétaire tombe à 0 quasiment. Donc on joue quand même, mais pour des clopinettes. Puis enfin, on a une question d'humeur. Comment vous sentez-vous maintenant? C'est vraiment l'humeur instantanée. Comment on a analysé cette tâche-là? On a utilisé un modèle computationnel de la décision d'accepter ou de rejeter le challenge, modèle dont on a extrait le poids du gain monétaire, le poids de la perte. Est-ce qu'il y avait une variation de la stratégie de décision dans le temps et le poids de la difficulté du challenge? Les résultats sont les suivants.
Donc, au niveau du gain, il n'y a pas tant de différence. Par contre, au niveau de la prise en compte de la perte, les patients off-stimulation, ici, sont plus sensibles à la perte que les participants contrôle. Et la stimulation a effet de réduire cette sensibilité à la perte pour aller vers une normalisation du comportement. On n'a pas non plus de différence sur la paramètre difficulté, mais on a quand même, comme autre différence entre les groupes, on peut voir que entre les patients off-stimulation ne modifient pas du tout leur stratégie de décision au cours du temps. Par contre, c'est le cas des contrôles qui vont vraiment ajuster en fonction du temps leur stratégie. Pour ce qui est de la confiance, on peut voir, alors pour des raisons un peu conceptuelles, on n'a pas pu comparer la confiance des participants contrôle à celle des patients. Mais si on regarde l'effet de la stimulation sur la confiance en général, alors on a un effet qui est un petit peu inattendu, c'est-à-dire que la stimulation du noyau va réduire la confiance. Or, dans le TOC, on a a priori une difficulté au niveau de la confiance. Il y a certains qui avancent l'hypothèse qu'il y a une sous-confiance. C'est pas ce qu'on voit ici. Et la stimulation diminue la confiance. Et pourquoi, comment, en fait, la stimulation interagit avec le fait qu'on ait accepté ou rejeté le challenge et le niveau de difficulté. C'est-à-dire que lorsqu'on stimule, le patient va plus prendre en compte le paramètre de difficulté pour dire s'il va réussir ou pas. Ce qui est quand même intéressant puisque, quelque part, on n'a pas pu comparer avec des contrôles, mais on peut se dire qu'un observateur idéal, sa confiance de gagner, il va la calibrer surtout en fonction de la difficulté de la tâche. Et là, on améliore la prise en compte de la difficulté de la tâche grâce à la stimulation. Et au niveau de l'humeur, on a pu constater une humeur un peu plus basse chez les contrôles, mais encore une fois, pour les mêmes raisons que pour la confiance, cette comparaison-là, elle est à prendre avec des pincettes. Par contre, si on regarde plus particulièrement l'effet de la stimulation sur l'humeur, en cas d'échec ou en cas de succès à la tâche, on peut voir que dans tous les cas, la stimulation a augmenté l'humeur par rapport à quand le patient n'est pas stimulé. Donc si je reprends l'ensemble des objectifs qu'on avait, on voulait caractériser les processus décisionnels, les processus métacognitifs et les processus émotionnels. Ce qu'on a obtenu en comparant des groupes à parier et chez qui, bien évidemment, chez les patients, on avait un effet clinique sur les symptômes de la stimulation chronique, on a pu observer que une absence de différence sur la décision perceptuelle. En revanche, une plus grande sensibilité à la perte, une plus grande aversion à la perte, quelque part chez les patients avec TOC. Et la stimulation a pour effet de diminuer la sensibilité à la perte, quelque part dans le sens d'une normalisation du comportement. Pour ce qui est de la confiance perceptuelle, je suis sûre d'avoir vu ou pas, on a vu un déficit de la sensibilité métacognitive chez les patients, déficit que l'on retrouve à l'EEG, au niveau cortical. Par contre, la stimulation n'agit pas sur cette dimension-là, en tout cas, on n'a pas observé ça. Pour ce qui est de la confiance multi-attribut, en revanche, on a pu voir qu'il y a bien un effet de la stimulation sur la confiance multi-attribut, qui va également dans le sens d'une normalisation, via son interaction avec la difficulté de la tâche. Et enfin, au niveau de l'humeur, on a pu voir aussi que la stimulation avait pour effet d'augmenter le niveau d'humeur générale. Alors les implications que ça a, ça nous donne un peu une clarification sur la nature du déficit de confiance dans le TOC. On a un déficit de sensibilité et pas un biais de sous-confiance, ce qui pourtant est parfois avancé dans différentes études. Ces résultats vont dans le sens d'une hétérogénéité des processus décisionnels et métacognitifs. Donc je vous ai dit qu'on allait étudier différents types de décisions. Dans certains cas, on a effet de la stimulation. Dans d'autres cas, on n'a pas d'effet de la stimulation, ce qui va dans le sens de processus vraiment domaine spécifique. Pareil pour la confiance. Au niveau de la décision multi-attribut, ça implique aussi un traitement différencié des stimuli
de type récompense ou des stimuli aversifs, puisque avec la stimulation,